L'évêque de Bunia, Dieudonné Iringui, a affirmé ceci. J'étais en Allemagne. On m'a montré une carte. J'ai découvert que la RDC est déjà divisée en 4 États. Il poursuit. Aujourd'hui, si nous mourons, notamment à Djungu, c'est notamment à cause de ces plans de balkanisation de notre pays pour que le Nord Kivu, Ituri, soit un autre pays. Il y a eu les rapports des experts des Nations Unies publiés en 2012, des experts, mais curieusement, quand on a amené le document aux Nations Unies, cette dame, Susan Rice, ça sont ses mémoires, elle vient de publier en 2019. Elle s'est opposée. Il n'a pas voulu qu'on parle du problème les rapports, qu'on puisse discuter ça aux Nations Unies. Donc, Kagame et tous les globalistes étaient sûrs, ils avaient quelqu'un qui travaillait pour les intérêts aux Nations Unies. Donc, je suis d'accord avec le prof quand il dit qu'il faut se méfier des Nations Unies. Les Congolais sont tellement des naïfs, ils sont comme des enfants. Ils pensent que tout étranger vient ici pour leur bien. Donc, il faut qu'on ouvre un peu les yeux. Les Congolais n'aiment pas les Américains. Et c'est réciproque. De leur côté, les Rwandais méprisent les Congolais. Ils sont disciplinés et surtout efficaces. Alors, le plan américain, c'est consolider la présence économique et commerciale du Rwanda au Congo oriental jusqu'à le rendre incontournable. Ce qu'ils veulent concrètement, c'est une annexion en douceur. Ils comptent sur un coup de la CIA. Dans cet article, qui est signé par le professeur Jeffrey Herbers, chef de chaire à l'université de Miami, dans l'état de Ohio, et Greg Mills de la fondation Brest, basée en Afrique du Sud, sous le titre There is not Congo. Le Congo n'existe pas. Selon les deux auteurs, il est temps de cesser de prétendre le contraire. Ils invitent la communauté internationale à reconnaître ces faits. Je vous remercie beaucoup parce que j'ai l'impression que les Congolais se réveillent déjà. Parce que j'en ai souffert. J'ai perdu mon emploi au potentiel groupe Télé 7. J'ai été sous pression des Américains. On m'a fait partir de Télé 7 potentiel. J'ai perdu mon emploi. Et quand je suis arrivé à la RTNC, j'ai vu la même chose. Mais je ne suis pas découragé, je sais qu'on va gagner. J'étais très content quand vous avez dit dans l'introduction, il faut se battre pour qu'on fasse échec et nous allons gagner. Je pense que compte tenu de la résurgence du débat suscité par le cardinal Fridolin Ambongo, l'Église catholique, en 2019, et surtout par l'homélie de l'évêque de Bunia, Dieudonné Iringui, le 31 mai 2020, nous sommes dans l'obligation de mobiliser notre peuple afin d'éviter que le Congo implose. En effet, l'évêque de Bunia, Dieudonné Iringui, a affirmé ceci. J'étais en Allemagne. On m'a montré une carte. J'ai découvert que la RDC est déjà divisée en 4 États. Il poursuit. Aujourd'hui, si nous mourons, notamment à Djungu, c'est notamment à cause de ces plans de balkanisation de notre pays pour que le Nord Kivu, Ituri, soit un autre pays. C'est une politique d'occupation des terres, c'est-à-dire les Rwandais et d'autres étrangers puissent
occuper notre pays pour exploiter nos richesses. Ça, c'est ce que l'évêque avait déclaré. Mais ce qui est frappant, c'est de voir les silences des élites politiques à Kinshasa qui frisent une complicité. En occultant la question par la grande partie des médias, dans la capitale, intrigue aussi. J'y suis à la RTNC, vous suivez, il n'y a pas de débat sur ce qui se passe au Kivu, sur la balkanisation. Je suis dedans et je me pose beaucoup de questions. Ni les parlements, ni les gouvernements, ni aucune autre institution de la République ne se sentent concernés par les dénonciations des princes de l'Église catholique et de la société civile. C'est comme si on dit, les champs à bois, la caravane passe. C'est le 30 juin 2020 que le président Félix Tshisekedi va rompre le silence. Se référant au discours de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, Tshisekedi exhorte le peuple congolais en ces termes. Patrice Lumumba nous invitait à nous opposer de toutes nos forces à la balkanisation du territoire national sous quelque prétexte que ce soit. Effectivement, comme un serpent de mer, la menace de la balkanisation aura traversé l'histoire de ces 60 dernières années, la rendant tumultueuse et trouble sous l'investigation des puissances extérieures en complicité avec les enfants du pays et des pays voisins. Tout est très clair. Loin de briser notre volonté de vivre ensemble, je voudrais que les menaces contre notre pays raffermissent les liens historiques et les sentiments patriotiques qui font de nous les filles et les fils de la grande nation congolaise au cœur de l'Afrique. C'est très clair, il n'y a plus d'ambiguïté. La lutte contre la balkanisation est désormais officielle. Et comment expliquer qu'à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien? La question de la balkanisation ou de l'imposition de la RDC, que je vais analyser, a commencé en 2008. C'est ça mon histoire. Cette année-là, lors du 12e sommet de la francophonie à Québec, au Canada, nous étions conviés, un collègue sénégalais et moi-même, à écrire des articles dans les quotidiens Le Soleil de Québec. Il nous fallait présenter l'apport de la francophonie dans nos deux pays, le Sénégal et la RDC. À ma grande surprise, l'article du journaliste sénégalais a été publié dans les quotidiens et pas les miens. Quand j'ai demandé à mon confrère du quotidien Le Soleil de Québec pourquoi mon texte n'a pas été publié, aucune explication ne m'a été donnée. Il s'est limité à me dire qu'il sera publié sur le site du journal, ce qui sera fait. Mais pourquoi il n'a pas voulu le faire? Parce que c'est après que j'ai compris. En fait, c'est au Canada où se trouvaient beaucoup plus les grandes entreprises minières qui soutenaient la guerre à l'est du Congo. Et moi, j'avais fait un article pour dire non, il faut que la francophonie nous aide à affronter ces anglophones. Mais je ne savais pas que le Canada était bien que francophone, mais c'était d'abord l'économie, c'était les mines qui passaient avant. C'est après que j'ai compris ça. Après le sommet de la francophonie, des passages à Bruxelles, j'ai rencontré M. Mampaka, pas François, mais Mampaka, qui est député, il était député et puis sénateur belge. Je ne sais pas s'il a fait encore la politique, qui me donne des informations. Il me dit ceci, il y a des informations qui circulent ici à Bruxelles. On voit déjà la carte du Congo déjà coupée en plusieurs États. De retour à Kinshasa, je rencontre Modeste Mutinga. Je lui explique la situation. Je lui dis, mais regarde, il y a une situation qui est dangereuse. Est-ce qu'on peut commencer à faire la campagne? Modeste Mutinga m'a autorisé. J'ai réuni la télévision, les journalistes de Télé 7, Radio 7 et Journal Le Potentiel. Comme moi j'étais les patrons, Mutinga était parti en politique. J'explique aux journalistes, ils ne comprenaient pas. Comme j'étais le patron, j'ai imposé. Donc c'est depuis 2009, janvier 2009,
qu'on a commencé à faire la campagne contre la bancarisation. On a fait des conférences à Fatima, c'était déjà seulement à la cité, et un jour, nous sommes partis à l'université. On a fait, il y avait moi, le professeur Bioya, moi et puis Emmanuel Kabongo. On s'est retrouvés pour toute la première fois, la salle était pleine, avec tous les grands professeurs. Ils ont fait un témoignage, ils ont fait des témoignages pour démontrer que la bancarisation existait. Et j'ai eu le vieux Kiakama, Kiakiziki, après la conférence, qui m'a dit qu'il avait discuté avec le père Ekwa. Le père Ekwa lui a dit, comme le débat est maintenant à l'université, donc le Congo est sauvé. Donc tout le monde était au courant, mais personne ne parlait. Mais ce qui s'était passé après? Après avoir fait des campagnes, des débats, de conférences, le 2 février à 11h, le professeur Kabongo Malou et moi, nous avons reçu dans mon bureau des Américains, trois agents de l'ambassade américaine. Il y avait deux Américains, un blanc et un Indo-Pakistanais, et puis avec un Congolais, John Kalonji, celui qui était avec... Il est toujours à l'ambassade, il travaille toujours là-bas. Ils sont venus dans mon bureau, on a passé 1 heure de temps avec eux. Ils voulaient savoir, ils étaient envoyés par le département d'État américain pour savoir qu'est-ce que vous entendez par la bancarisation. On a fait un débat. Comme j'avais assez d'ouvrages, j'ai démontré que ça existe bel et bien. Et puis, ils sont partis. Après 1 année, il y a comment dirais-je, les câbles de Wikileaks qui sont sortis, où on nous cite nommément avec Kabongo. Malou, je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié chez les Américains la rigueur. Ils ont rappelé, donc ils ont écrit tout ce qu'on avait dit. Ils n'ont pas modifié. Mais à la fin, un commentaire. En disant, nous ferons par tous les moyens pour redorer l'image de l'Amérique, parce que ça touchait l'Amérique. Et puis, après quelques temps, on m'a invité à Washington. Donc, c'était dans le cadre de, excusez-moi, US Foreign Policy. Donc, on était parti en formation pour qu'on nous explique, on était des Congolais, qu'on nous explique comment ça fonctionne. Nous arrivons à Washington, au département d'État. On était 8 Africains et 2 Congolais. On a eu une grande conférence avec ceux qui s'occupent de l'Afrique. Il y avait une femme qui était ici en 2000. Elle s'appelle Catherine. Après avoir discuté, parce qu'on avait publié un livre sur la bancarisation en 2013, je l'ai distribué au département d'État. La dame m'amène de côté, m'appelle de côté, me dit, nous sommes inquiets pour votre pays. Il n'y a pas un leadership qui émerge. Et de là, nous sommes partis au Pentagone, aux Nations Unies. Nous arrivons à Tulane University. C'est vers le sud, à New Orleans, en Louisiane. Cette université, c'est pour, je dirais un peu pour les Blancs, parce qu'il y a trop peu de Noirs qui accèdent, parce que ça coûte trop cher. On nous a mis 8 Africains devant quelques étudiants blancs. Et puis, on va m'informer que la femme, la professeure qui organisait les débats, était conseillère de Bill Clinton, mais n'a pas voulu s'afficher. Après les débats, on m'a donné 2 Américains, des jeunes chercheurs. On a eu à discuter avec eux sur la bancarisation, sur l'Afrique. Il y a un de New York qui me posait des questions un peu, pas difficiles, mais des questions de fond. Je lui ai expliqué, en citant certains ouvrages de professeurs américains que j'avais lus. Après la discussion, le gars va dire à celle qui traduisait d'anglais en français que je l'ai convaincu. Parce que pour eux, le Congo était trop grand. Il fallait les couper en morceaux. Mais vous savez, la différence entre nous, Africains, nous Noirs, nous Congolais, avec les autres, c'est que de l'autre côté, les gens pensent, réfléchissent, ils font des projections. Et généralement, il y a ceux qui pensent et ceux qui agissent. Donc vous avez des penseurs et des acteurs.
chez nous, c'est une confusion qui est totale. Mais qui sont les penseurs de cette balkanisation? Je pense que les profs a parlé de Steven Metz. Je ne veux pas encore y revenir. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est correct. Il a parlé de Marina Ottaway. Tout ce qu'il a dit, c'est correct. Mais je vais vous parler d'autres. Le prof n'a pas peut-être cité. En 2009, un article est publié dans un magazine américain, Foreign Policy. Dans cet article, qui est signé par le professeur Jeffrey Herbers, chef de chaire à l'université de Miami, dans l'état de Ohio, et Greg Mills de la fondation Brest, basée en Afrique du Sud, sous le titre There is not Congo. Le Congo n'existe pas. Selon les deux auteurs, il est temps de cesser de prétendre le contraire. Ils invitent la communauté internationale à reconnaître ces faits. Mais ce qui est curieux, c'est la fondation Brest, qui est sud-africaine, qui a financé les forums de l'opposition congolaise au Sénégal, à l'île de Gorée. Oui. Et quand on a réagi, parce que quand on m'a informé, j'avais titré que ces deux auteurs travaillent contre le Congo, ils sont pour la balkanisation. Ils ont réagi. Mais en dehors de ces deux auteurs, il y a aussi, en Amérique, il y a quand même des think tanks. Vous savez, des Brookings Institution, je pense que le prof le connaît très bien, qui est tellement proche des démocrates. Brookings Institution a publié un article, Global Poverty dans le cadre du développement de l'Afrique. Pour cette institution, plusieurs causes seraient à la base du retard que connaissent plusieurs pays africains. Il s'agit de l'étendue géographique, de la densité démographique, des ressources naturelles et de la montée du tribalisme. Plus un pays est grand, plus la gouvernance est difficile. L'année de même du nombre élevé de la population. Cette situation se répercute ensuite sur la gestion des ressources naturelles et favorise des conflits interethniques. Les pays tels que le Nigeria, le Soudan, l'Angola, l'RDC sont mis à l'index. Avant qu'on coupe le Soudan, les Américains, l'armée américaine, ils ont une base Africom en Allemagne, à Stuttgart. Quand on discutait avec les Américains, on nous a invités. On était 6 Congolais cette fois-ci. Nous sommes partis là-bas. On a fait une semaine avec les militaires. On a eu à discuter avec un général Kipwad, 4 étoiles, donc c'était un noir. Je vais lui poser une question de savoir, on apprend que vous voulez couper le Congo. C'est avant qu'on coupe le Soudan. Les militaires, le général me dit non, nous, on n'a pas de projet de couper le Congo parce qu'ils ne sont pas politiques. Quelque temps après, je pense que le Soudan a été coupé en 2. Donc cela signifie que nous ne sommes pas à l'abri. Le 22 septembre 2012, le quotidien New York Times publiait la nouvelle carte géographique de la planète de demain, avec des États-nations qui naîtront de la nouvelle redistribution des frontières. La nouvelle carte futuriste du monde et l'article qui l'accompagnait sont de Frank Jobs et Parag Khanna. L'article annonce la disparition des faits de certains pays actuels dans le monde, dont le Congo, notre pays. L'analyse des deux auteurs est basée essentiellement sur la dotation en gisement des ressources naturelles du pays et leurs convoitises extérieures. Déjà en 2006, j'étais à Paris, j'ai rencontré un ami français, journaliste. Il avait lu un livre d'un romancier britannique, anglais, John le Carré.
C'est l'un des grands, parce que c'est un ancien agent secret britannique. Et les Français avaient lu les livres. Comme chaque fois quand je partais, je discutais sur la baguette du Congo. Il me l'a acheté, il me l'a envoyé ici. Donc, John Le Carré avait publié un roman, des Mission Songs, les chants de la mission, qui parlait beaucoup plus de l'ONU, la MONUSCO ou bien la MONUC dans les temps. Il dit ceci: rien que des théoriciens avant-gardistes, des conservateurs en vue, des sommités de la géopolitique, les genres de types qui se réunissent dans les stations de ski pour décider du destin des nations, ce n'est pas la première fois qu'ils se penchent sur le Congo oriental, et ce qu'ils voient, l'anarchie comme résultat probable des prochaines élections, les Chinois qui grattent à la porte pour rafler toutes les matières premières, alors que faire? Les Congolais n'aiment pas les Américains, et c'est réciproque. De leur côté, les Rwandais méprisent les Congolais. Ils sont disciplinés et surtout efficaces. Alors, le plan américain, c'est consolider la présence économique et commerciale du Rwanda au Congo oriental jusqu'à le rendre incontournable. Ce qu'ils veulent concrètement, c'est une annexion en douceur. Ils comptent sur un coup de la CIA. Il y a eu les rapports des experts des Nations Unies publiés en 2012, des experts, mais curieusement, quand on a amené le document aux Nations Unies, cette dame, Susan Rice, ça sont ses mémoires, elle vient de publier en 2019. Elle s'est opposée. Il n'a pas voulu qu'on parle des problèmes les rapports, qu'on puisse discuter ça aux Nations Unies. Donc, Kagame et tous les globalistes étaient sûrs, ils avaient quelqu'un qui travaillait pour les intérêts aux Nations Unies. Donc, je suis d'accord avec le prof quand il dit qu'il faut se méfier des Nations Unies. Les Congolais sont tellement des naïfs, ils sont comme des enfants. Ils pensent que tout étranger vient ici pour leur bien. Donc, il faut qu'on ouvre un peu les yeux.